Bon, c'est une planche de Ardalem. C'est une histoire, c'est le plus long livre que je fais dans ma carrière. C'est une histoire développée pendant 256 pages. Alors, pour faire cette histoire, j'ai trouvé deux éléments déterminants pour faire tous les travaux pendant presque 5 années, que c'est le temps que j'ai utilisé pour finir le livre. Et ça a été d'un côté trouver une structure temporelle pour l'histoire, pour développer pendant 6 pages et pour raconter l'histoire, mais en même temps une structure formale pour le bouquin, pour le livre, pour le récit. J'ai choisi ces pages parce que il peut, d'une certaine manière, résumer beaucoup de questions en référence à le développement de la personnalité de personnage, qu'il était une des choses pour moi plus importantes pour utiliser pour raconter l'histoire de Ardalem. Moi, je ne suis pas un auteur comment dire, marqué pour l'action, pour une bande dessinée trépidante, pas du tout. J'ai une tendance naturelle à la réflexion, à le point de vue intérieur. Avec Ardalem, une histoire si longue, j'avais besoin de développer avec tout l'espace nécessaire chaque personnage, parce que chaque personnage il était une pièce sur les tableaux pour composer des éléments de l'histoire. Les personnages ils sont importants par sa personnalité et par les choses qu'ils disent, les choses qu'ils provoquent sur les autres personnages, pas nécessairement par les choses qu'ils font activement. Et pourtant, j'avais besoin de mesurer très bien ces développements de personnages. Alors, il y a un personnage qui c'est le personnage de Rosalia, qui c'est un personnage avec double personnalité, parce que c'est un personnage qui c'est le résultat d'un mélange de deux souvenirs différents de Fidèle, le personnage central, principal du récit. Alors, l'histoire, c'est l'histoire de quelqu'un qu'il y a trop de souvenirs à sa tête. Il y a ses souvenirs, mais il y a aussi des souvenirs des autres. Il a à la tête les souvenirs de deux femmes qui, d'abord, quand l'histoire commence, il a complètement mélangé. Et c'est le personnage de Mariela, c'est une jinetera cubana à La Habane, une prostituée, et le personnage de Rosalia, qui c'est la femme qui devient amoureux de lui, de l'autre lui, quand il était à La Habane, à Cuba. Et alors, ces changements de Mariela prostituée à Rosalia, femme amoureuse, il devait se développer lentement et d'une façon que le lecteur il y a la possibilité d'entendre
qu'est-ce qu'il se passe, ces changements progressifs, et en même temps de le faire cohérent avec, fidèle avec la personne qui, à chaque fois, il est en train de changer petit à petit les souvenirs jusqu'à le dernier moment quand il récupère complètement les souvenirs des femmes qu'il avait aimées. Un élément très important pour moi pour raconter cette histoire, que c'est la couleur. Si je suis plus ou moins caractérisé pour l'usage de la couleur dans mes ouvrages, dans le cas d'Ardalin, c'est fondamental. Je dirais que c'est l'élément plus important à niveau visuel. Comme le livre, il était déjà pensé, planifié, toutes les éditions dans tout le monde à la même taille, la même maquettation, exactement la même. Et la taille n'était pas la taille d'album français traditionnel, plus grand, mais un peu plus petit. J'avais une limitation des cases. Il y a toujours 5-6 cases par page. En même temps, comme le récit il était si focalisé sur le personnage, j'avais envie de me concentrer sur les expressions, surtout. Alors j'avais les deux éléments, le développement de personnages à niveau des caractères, de personnalité, et la couleur comme moyen de transmettre beaucoup d'informations émotionnelles, comment dire, pas évident. Dans le livre, il y a beaucoup de cases horizontales à pleine page, de toute la largeur de la page, et une composition de la narration visuelle très concentrée sur les visages de personnages et sur la gesticulation, on dit, oui, les mouvements des chacun, pour les donner aussi à chaque personnage une façon de se poser sur les scènes. Bien sûr, nous partageons avec le cinéma une code de construction de plans, de points de vue. Mais moi particulièrement, je n'ai pas obsédé par les règles de la narrative cinématographique. Je crois que la bande dessinée, il y a son propre syntaxe. Alors, c'est vrai qu'il peut avoir la coïncidence avec la cinématographie d'une certaine façon, mais par exemple, la succession de premier plan, plan médium et grand plan, etc., n'est pas nécessairement de la même façon à la bande dessinée. Nous avons un élément magique pour moi que c'est vraiment étonnant, que c'est l'ellipsis narrative. Entre chaque case, il y a un espace d'histoire qui se développe, bien sûr, mais uniquement à la tête du lecteur. Ça, c'est formidable. Il n'y a pas une autre média qui utilise comme la bande dessinée cette opportunité de transmettre des informations. Alors, j'avais l'envie de faire un récit très clair pour le lecteur. C'est pour ça que j'ai choisi une structure relativement classique, avec les cases bien définies et avec une structure aussi facilement identifiable. Il n'y a pas de possibilité de confusion et j'évitais le typique situation conflictive dans une page où
tu dois choisir comment est-ce qu'il sera la lecture comme ça. Non, j'ai essayé de avoir toujours un sens de lecture très clair. Et après, j'ai utilisé beaucoup, par exemple, dans ces cas, tu parlais de chambre contre chambre. À niveau de cinématographie, ces deux cas, ils seront possiblement pas acceptables. Alors, comment est-ce qu'il se move la caméra? Mais à niveau de bande dessinée, n'est-ce pas un problème? Nous avons un premier plan de Fidèle concentré sur le jeu, l'expression de son visage, qui pour moi était imprescindible. À ce point, j'avais besoin de montrer la désorientation de Fidèle à ce moment, avec la proposition de Rosalie de danser, etc. Et dans la case suivante, la tendresse, ternura, comment on dit, oui, de Rosalia, pour le montrer d'une certaine façon qu'elle est une femme différente de ce qu'il pense, parce qu'à ce moment, Fidèle, il est encore à l'idée que c'est Mariella qui arrive. Alors, c'est un moment de climax d'une certaine façon, parce que c'est la première fois que Rosalia commence à se montrer doucement, d'une façon bien plus amoureuse que la réactivité initiale de Mariella. Et j'avais besoin de combiner avec le contre-personnage, qui c'est le fait de l'eau, qui ça représente d'une certaine manière l'esprit, comment on dit, le personnage de Peter Pan, Clochette. C'est un peu la clochette qu'il veut protéger, Fidèle de tous ces mondes de fantaisie, des souvenirs. Et j'avais uniquement un petit espace, une petite case pour montrer ça. C'est pour ça que je répète toujours de me concentrer sur les expressions de visage, sur la façon de se poser le personnage. Et finalement, après toute la page que se déroule d'une façon très très limitée de mouvement, il y a un très petit moment de coquetterie de Rosalia, quand Fidèle lui dit tu es belle aujourd'hui, et qu'il fait un petit mouvement. Alors, à ce point, c'est aussi des moments magiques à la bande dessinée quand tu n'as pas la possibilité de développer, comme à l'animation, un mouvement qui peut devenir bien sûr fabuleux, mais tu as besoin dans une unique case avec un dessin qui est clairement fixe et sans mouvement. Tu dois transmettre pas uniquement les mouvements complets, mais aussi des nuances, comment dire, des subtils éléments comme la coquetterie. Alors, ça peut être la position des mains, ça peut être le point de vue, et tout ça uniquement pour concentrer sur un petit dessin dans une petite case, tout cet élément plus ou moins subtil pour transmettre des émotions de ces trois personnages dans un moment très précis de récit. Et à niveau des couleurs,
Bien sûr, il y a un code, c'est des choses évidentes comme la couleur du vêtement de Rosalia, qui est lumineux, euh, la couleur du vêtement de Lafay, que c'est le blanche pure de l'esprit virginal. Il y a pendant tout le livre l'utilisation de bord de la page et des cases qu'il n'est pas uniquement une question esthétique. Il y a dans tous les moments une utilisation de la couleur d'une façon émotive. Alors, bien sûr, ça n'est pas une code automatique, un code scientifique bien réglé, que tout ça, mais ça marche en général.
Je crois que vraiment qu'il n'existait pas un standard pour parler de beauté, soit dans le monde de l'art, soit à la vie, à la réalité, et que le concept de voter, ça dépend comme dans la plupart de cas de les deux éléments qui sont l'élément émisseur de l'information et le récepteur. Alors, chaque récepteur, il y a une conception différente des beautés, de qu'est-ce qui les touche dans un paysage, dans un être humain, dans un animal. Et à ce point, pour moi, comme dessinateur et comme peintre, je trouve que la beauté, il peut être dans un modèle, par exemple, de Lucien Freud, qu'il est clairement bon, aux limites de la conception de la beauté esthétique, d'une façon figurative, mais il est aussi dans les peintures de Modigliani avec une façon récurrente de faire, de transformer les visages, etc., pour nous proposer un modèle presque unique des beautés pour lui. Et alors, à la fin, c'est merveilleux pouvoir trouver si variations immenses de propositions de différentes beautés. C'est vrai que moi, personnellement, comme auteur, je ne suis pas très attiré pour une conception standard de beauté. J'essayais toujours de fuir d'un modèle Prado de personnage. Je ne veux pas. Bien sûr, j'aime bien que le lecteur, que l'agent identifie ah, c'est Prado. Mais je préfère que chaque personnage devienne attirant et intéressant par lui-même que par des caractéristiques déjà connues, réglées, etc. Et à ce point, j'aime bien comment dire, là, je cherche le mot en français, il existe naturalité. Non, non. Naturalisme, non, Peut-être. Alors, par exemple, à Ardalen, il y a un personnage qui c'est la femme de la taverne, Célia, et il n'y a pas peut-être les éléments plus courants de beauté. Il n'y a pas une corps sculpturelle, il n'y a pas un visage d'une beauté absolue.